L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et, on l'espère, inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Adrien Conti. Donc Adrien Conti est l'initiateur du projet La Fabrique des Possibles. J'ai rencontré Adrien dans le mouvement Impact France. C'est là que j'ai pu faire sa connaissance. Et Adrien a aussi un parcours d'enseignant et de consultant RH dans ses expériences professionnelles. Et puis il a démarré un projet qui s'appelle La Fabrique des Possibles. Et il va nous parler aujourd'hui d'un sujet, mais on va y revenir tout à l'heure, qui est le sujet de l'économie régénérative, de l'urgence de transformer nos modèles d'entreprise. Bonjour Adrien. Bonjour Pierre, merci. Bon, bienvenue sur Radio Capas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a l'habitude de poser des questions à nos intervenants à la radio pour savoir un peu les connaître un peu plus personnellement. Et donc, on va te demander sans réfléchir, de répondre à 5 questions. Es-tu yin ou yang? Yin. Histoire ou science-fiction? Histoire. Dernier coup de cœur en un mot? Coucher de soleil il y a une semaine. Vélo ou voiture? Vélo. Et réseaux sociaux, alors LinkedIn ou Facebook? LinkedIn. Merci d'avoir joué le jeu, Adrien. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission du CJD, l'économie au service de l'homme, sur Radio Clapas 93.5. Et nous sommes avec Adrien Conti sur le thème de l'économie régénérative. Donc Adrien, c'est quoi l'économie régénérative? Alors, le principe d'économie régénérative appliqué notamment au monde de l'entreprise, ça consiste à ne pas se contenter en fait de vouloir compenser les impacts négatifs qu'on va avoir sur l'environnement, sur la nature, sur l'humain au sens large aussi, mais chercher justement à avoir un impact positif sur son écosystème dans sa globalité, et donc encore une fois à la fois sur le volet environnemental et sur le volet social. Donc un exemple peut-être concret de qu'est-ce que ça veut dire positif pour une entreprise ou pour les projets que vous allez défendre? Un exemple d'une structure locale par exemple, ça va être un reconditionnaire de téléphone à Saint-Mathieu-de-Tréviers, porté à travers la marque Smart, plutôt que de reconstruire un téléphone, allonger la durée de vie d'un produit pour diminuer du coup l'impact global du produit sur la nature en allongeant son cycle de vie. Très bien. Et donc La Fabrique des Possibles, qu'est-ce que vous y faites dans ce projet tous les jours? Comment c'est né déjà? C'est né en plein Covid. C'est né il y a 1 an et demi. De 2 cerveaux principalement, celui de David Coste, qui est le co-gérant de la société Patte Blanche, et moi-même. Et on avait un super lieu à disposition qui est The Island, et on vous invite tous d'ailleurs à venir nous rendre visite, c'est l'avenue de Toulouse. Et ce lieu, il est plein de valeurs sur ces questions de transformation, de rapport à la nature, rapport au vivant au sens large. Et on a voulu du coup créer une structure qui soit en capacité d'accompagner les entreprises, d'accompagner les individus sur ces sujets de transition, pour aller vers la voie donc de cette fameuse économie régénérative et aller sur un impact positif pour le vivant. Et donc depuis 1 an et demi, on a développé, designé différents parcours de formation, on accompagne des structures sur ces questions-là, et donc ça va être une première pan de l'activité. Et le deuxième pan, ça va être sur un volet plus grand public, où on organise 5 à 6 fois par mois des ateliers ouverts à tous, gratuits, sur ces questions de sensibilisation, aussi bien climat, nourriture, ça peut être de la projection de films, etc., différents formats. Donc ça veut dire que concrètement, les auditeurs qui sont derrière leur poste de radio peuvent participer aujourd'hui à ces ateliers? Complètement. Là, le prochain qu'on a en date, qui est mercredi de 14h à 16h, c'est un atelier de la fresque du climat pour les enfants, étant donné qu'on est en plus en période de vacances scolaires, donc de 14h à 16h avec un goûter
par la suite qui sera préparé par notre maître du lieu, Arthur. Et le but de la fresque du climat, c'est de comprendre un peu les mécanismes du dérèglement climatique. Et là, donc dans une version enfant, adaptée aussi du coup au niveau de connaissance, et pour pas que ça tombe forcément dans quelque chose de trop anxiogène pour eux aussi. Donc public 9-14 ans, il nous reste quelques places, je crois qu'il reste 2-3 places. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Et on a après le planning des événements qui sort à peu près 10 jours avant la fin du mois pour tout le mois suivant. Là, donc le mois de mars va arriver. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font les enfants sur la fresque du climat, par exemple sur une fresque du climat, ça se déroule comment? C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors ça se déroule en petits groupes. Ils vont avoir à leur disposition des cartes avec différents sujets sur chacune. Et l'objectif est d'organiser en fait ces cartes par lien de cause à effet. Qu'est-ce qui entraîne quoi? Pour comprendre un petit peu le mécanisme global du dérèglement climatique et notamment l'impact de l'homme, des activités humaines sur celui-ci, avec donc à la fois un volet cause et un volet conséquence. L'idée, c'est que les enfants échangent entre eux, guidés par une animatrice, ce sera Corinne qui sera présente ce mercredi, et qui soient en capacité d'interroger différents concepts qui peuvent voir gaz à effet de serre, c'est quoi? Le CO2, c'est quoi? Un petit peu différentes choses comme ça, et de comprendre du coup le fonctionnement et l'impact qu'ils peuvent avoir à l'échelle individuelle pour transformer ça. Donc si je comprends bien, ça c'est pour des enfants, par exemple, c'est l'exemple d'un atelier que vous avez pour les enfants donc ça se passe à The Island, hein, oui, tout à fait. L'événement. Un exemple peut-être d'atelier pour les adultes. Est-ce qu'il y a une version fresque du climat pour les adultes déjà? Alors tout à fait. À la base, le projet est né sur la version adulte, donc elle existe en effet aussi en version adulte. Donc ça, c'est des événements qu'on propose à peu près une fois tous les 2 mois, une fresque du climat pour adultes. On va proposer aussi des ateliers d'automne où là, c'est l'objectif pour chacun de calculer son empreinte carbone individuelle et de voir comment on peut arriver à l'horizon 2050 aux objectifs des accords Paris, donc aux 2 tonnes individuelles, voir un peu où on en est aujourd'hui à titre personnel. Donc 2 tonnes, c'est quoi? C'est 2 tonnes de production de carbone par an, c'est ça? C'est ça, c'est 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne. Tout à fait l'objectif qui a été fixé. Et donc, voir comment nos différentes actions individuelles, notre alimentation, nos transports, nos moyens de consommation, notre rapport au numérique, etc., combien ça représente un petit peu, et après de voir où on peut tirer, où on peut changer pour se mettre en direction de ces 2 tonnes. Un autre atelier qu'on a proposé il y a pas longtemps, c'était de coécrire un récit collectif à 3-4 personnes. Donc on faisait plusieurs groupes avec une méthode qui est inspirée d'une association qui s'appelle Futur Proche, dont on est membre et où on embarque les gens 3 heures autour d'un sujet. Là, c'était et si l'économie de demain était uniquement circulaire, et comment on arrive à se projeter, par exemple, en 2035 dans une économie 100% circulaire. D'accord, donc la forme de la Fabrique des Possibles, c'est quoi aujourd'hui? C'est une entreprise, c'est une association? Comment est-ce que vous fonctionnez? Vos clients, c'est qui? Parce que je comprends que vous faites aussi des actions du coup là qui sont gratuites, c'est plus pour vous faire connaître du grand public, mais comment fonctionne concrètement la Fabrique des Possibles aujourd'hui? Il y a combien de personnes qui travaillent? Enfin, comment vous fonctionnez? Alors, pour l'instant, c'est une entreprise, c'est une SAS d'un point de vue statutaire. Il va y avoir une association qui va être créée là dans les semaines qui viennent, justement pour porter en fait toutes les actions non lucratives de la structure qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, et on en est ravis, et de pouvoir aussi recruter un coordinateur vraiment sur la partie associative, avec l'objectif de porter toute la partie action sociétale et de sensibilisation pour le grand public, parce que c'est important que ces connaissances aussi soient diffusées au plus grand large. Et en effet, tous nos ateliers sont toujours gratuits. Alors, il y a une possibilité de versement libre, enfin, pour les personnes qui en ont les moyens, mais le principe est un principe de gratuité. Et après, sur la partie entreprise, on va travailler aussi bien, alors principalement en Occitanie, notre zone de jeu est principalement l'Occitanie quand même, aussi bien auprès d'entreprises moyennes, ETI de 150 personnes, dans la région, de plus petites structures à 30-40 personnes qui sont en voie de réflexion sur ces sujets ou sur des questions d'organisation, enfin différentes thématiques sur lesquelles on peut intervenir, et également auprès de collectivités de plus en plus, notamment la région là, avec qui on va commencer à travailler, et d'autres acteurs au niveau de la métro, etc. D'accord, donc vous avez en fait plusieurs publics suivant finalement vos actions, et finalement c'est assez large.
On a entendu donc des ateliers de sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement. Et votre mission finalement d'entreprise, votre mission sociale, c'est est-ce que c'est l'économie régénérative ou c'est autre chose? Alors, ça, on va dire que c'est 90%, et plus globalement, c'est vraiment de faire la promotion des différents modèles existants pour avoir le choix. Et c'est ça qui importe sur ce nom qu'on a pris avec des possibles. On se veut pas forcément l'ayatollah d'un quelconque modèle. Alors après, sur les questions climatiques, aujourd'hui, il y a une forme d'urgence à agir dessus, mais en tout cas, on se veut pas faire la propagande de quoi que ce soit. Par contre, d'ouvrir le champ des possibles aux gens et de dire, il y a plusieurs alternatives sur les questions d'organisation, sur les questions d'impact, sur les questions d'analyse de cycle de vie, etc. Même sur des sujets très techniques. Et donc vraiment d'ouvrir ce champ et accompagner les entreprises ou les organisations plus globalement sur ce chemin. D'où le nom La Fabrique des Possibles. Tout à fait. Ouais. Et comment c'est né ce nom-là, en fait? C'est avec David Coste ou comment ça a germé ce nom de projet? Alors ça a germé avec David, tout à fait. Au début, on avait posé plein de choses qui n'avaient rien à voir potentiellement avec ça. Et un jour, on devait être en octobre 2020. C'est venu comme ça, on l'a posé, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, celui-là c'est le bon. Et puis c'était parti. C'était parti sur ce nom-là. D'accord. Donc entreprise qui est née durant la période Covid, La Fabrique des Possibles, avec Adrien Conti sur 93.5 Radio Clapas. On va avancer dans le sujet de l'économie régénérative. Est-ce qu'il y a des chiffres d'impact ou des chiffres que vous voulez nous partager? Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 tonnes, par exemple, de CO2 comme objectif par citoyen. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien on produit, entre guillemets, ou on consomme en tant que citoyen en moyenne? Alors en moyenne, un Français moyen, on a entre 10 et 11 tonnes. Ah oui, donc il y a du boulot là. Il y a du boulot. Il y a le chemin est long. Et alors on est sur un Français moyen, il faut vraiment territorialiser ces sujets. Un Américain, États-Unien moyen qui a 20 tonnes, ou à l'inverse, dans certains pays très peu développés, ils sont déjà en dessous des 2 tonnes. Donc c'est ça aussi qui est encore plus dramatique quand on commence à prendre conscience de la question et du sujet de l'urgence climatique, c'est qu'il y a des inégalités sociales et encore exacerbées derrière ça, donc qui sont parfois un peu anxiogènes et un peu tristes. Mais ce qu'on aime bien, nous, pour repositionner un petit peu l'homme à sa juste place, souvent quand on démarre un atelier ou quand on démarre une formation sur ces questions-là, c'est de donner un exemple, une métaphore, où si on considérait l'histoire de l'humanité sur une journée, sur 24 heures. Et qu'aujourd'hui, le jour de février 2022 où nous sommes, il était minuit. En fait, on constaterait que la vie, elle est apparue dans les océans aux alentours de 6 heures du matin. La vie, elle est sortie des océans pour venir sur Terre uniquement vers 22 heures. C'est l'apparition des premières plantes. À 23h40, on a l'arrivée des primates. Et à 23h59 et 30 secondes, on a l'arrivée de l'homme. Donc en 30 secondes, à l'échelle de la journée de 24 heures, on se rend compte un peu de l'impact qu'on peut avoir sur un temps si court. Et un autre chiffre qu'on peut donner sur les questions de biodiversité, par exemple, c'est selon un rapport qui est porté par WWF, sur les 50 dernières années, on a à peu près perdu 70% des espèces mammifères qui peuplaient la planète, d'où une nécessité de leur poser. Et un petit dernier chiffre peut-être sur le volet numérique aussi dont on parle beaucoup. Un ordinateur portable de 2 kilos aujourd'hui, pour le construire, ça nécessite à peu près 800 kilos de matière et 1,5 tonne d'eau pour un ordinateur de 2 kilos in fine. Donc c'est ces questions-là en fait qu'on essaye de pousser dans les entreprises, notamment sur les questions d'éco-conception, donc comment on va concevoir des produits de manière plus raisonnable en consommant peut-être moins de matière, etc. D'accord, donc vous agissez concrètement finalement pour aider les entreprises à trouver des solutions, on va dire, pérennes sur le long terme pour dans un objectif de réduction de la consommation carbone, des émissions, mais vous avez parlé aussi du social tout à l'heure. Sur le champ social, quelles sont les ambitions finalement de ce projet de la Fabrique des Possibles ? Alors, sur le champ social, au niveau des entreprises, il y a 2 principaux enjeux pour nous. Ça va être d'accompagner sur une mutation un peu de ce qu'on appelle les modèles organisationnels. Alors, pour faire simple, passer de modèles très pyramidaux, comme on peut connaître avec des managers très puissants, à des modèles
plus éclaté sous forme de cercle d'autonomie, mais en tout cas accompagner la transition des entreprises sur ces modèles-là qui donnent plus de responsabilité, plus d'épanouissement aux collaborateurs. Et c'est aussi de questionner la répartition de la valeur créée dans les organisations où on constate parfois qu'il y a des très très grands écarts de rémunération entre les plus hauts dirigeants et les personnes les moins bien payées dans les organisations. Donc de vraiment questionner la valeur créée, comment elle a été produite et de faire en sorte de la répartir de manière plus équitable. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées justement dans ce chemin de transition, parce que vous parlez beaucoup de transition. Donc la transition veut dire qu'on part d'un modèle existant peut-être pyramidal, si on prend un exemple d'entreprise, et qui va vers une organisation plus plate ou plus en cercle, comme vous l'avez mentionné. Des exemples de transitions qui ont marché, des exemples de difficultés dans la transition, peut-être pour certaines entreprises. Et voilà, qu'est-ce que vivent concrètement les entreprises de notre territoire dans ces affaires de transition ? Alors, un bon exemple qu'on cite souvent, parce que c'est une des personnes qui prend part au projet de la Fabrique des Possibles, c'est l'exemple de la société Arcadie à Alès. Alors, on les a pas accompagnés, nous, à titre individuel. La société a 1 an et demi, encore une fois. Ils ont commencé leur mutation il y a 8 ans, donc ils l'ont entamé avant nous. Mais en tout cas, Manuel, aujourd'hui, un des co-dirigeants, participe justement aux différents parcours d'accompagnement pour lui témoigner et partager son expérience. Parce qu'on voit sur les 8 ans, c'est que oui, ça a été difficile au début, passer d'un modèle justement, alors qui était déjà pas très horizontal, pas très vertical, qui était déjà un peu dans l'horizontalité, mais vers encore plus d'autonomie. Il y a eu un peu de casse au début, notamment au niveau des effectifs, avec des personnes qui s'y retrouvaient pas. Pour autant, aujourd'hui, 8 ans après la transition, le constat, il est clair, à la fois en termes de bien-être au niveau des effectifs, que en termes d'attractivité, qui est un vrai sujet pour les entreprises aujourd'hui. D'être en capacité de faire face à leurs besoins en recrutement, etc. Donc, sur ces niveaux-là, aujourd'hui, il y aurait même pas hésitation pour refaire le chemin parce que la bascule est vraiment très importante. Et cette question de l'attractivité est un vrai point aussi parce que on parle d'environnement, on parle de social, mais encore une fois, on parle d'économie aussi, un modèle d'entreprise, il doit être rentable économiquement pour faire vivre ses équipes. Donc on n'est pas dans cette posture un peu béni oui parfois, dont tout le monde est beau. Il y a cette dimension pragmatisme et en fait performance globale qui arrive. Ça tombe bien parce que le CJD défend la performance globale depuis plus de 30 ans. Donc je vois qu'avec plaisir qu'on entend ces mots-là aussi dans d'autres contrées. Sur la partie, on va dire, peut-être des exemples qui ont moins bien fonctionné ou des difficultés de transition, est-ce que vous en avez en tête ou quelles sont les problématiques que les entreprises peuvent rencontrer? D'ailleurs, je parle d'entreprises, mais ça peut être aussi d'autres systèmes, on va dire, comme les associations, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont peut-être membres d'associations, qui sont peut-être aussi en transition d'organisation, qui sont en transition de modèle. Quelles sont les principales difficultés que peuvent rencontrer ces entreprises ou ces associations dans leur passage en fait durant cette transition? Alors, je dirais que la première difficulté, c'est de changer un peu son rapport au temps, parce que c'est forcément des mutations et des transformations qui s'inscrivent à minima d'à moyen terme. Alors quand je dis moyen terme, c'est vite 2, 3 ans, 4 ans, c'est-à-dire que c'est pas on se réveille le lundi et à la fin de semaine, le vendredi, ça y est, c'est en place, quoi. Non, ouais, clairement pas. et ça, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que ce soit dans beaucoup de gestion de projets internes, on a souvent tendance à vouloir réduire les temps sur des temps très courts. Donc là, c'est ramener une temporalité et un rapport au temps qui est différent. Et avec cette logique aussi de dire qu'au fur et à mesure de sa mise en place, il va y avoir sûrement des échecs au début, mais qui seront en fait les éléments clés de la construction du modèle de demain. Donc ça, c'est le premier point, la question de la temporalité. La deuxième, c'est souvent la question du rapport à l'ego, du rapport au pouvoir des individus et qu'on a tous. Quand on bascule de ces schémas-là où parfois l'autorité et les responsabilités peuvent être très centralisées dans certaines personnes, de vouloir recréer du commun, remettre du collectif dans ces dynamiques-là, ça nécessite souvent aussi un travail sur soi, d'un point de vue individuel, sur ses propres limites. Et ça, aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire, a pas envie de le faire, et on peut pas blâmer les gens de pas forcément vouloir le faire. Mais c'est vrai que du coup, quand une démarche globale se met en route et que certaines personnes restent un peu en arrière par rapport à ça, ça peut mettre des vraies difficultés sur sa mise en œuvre.
Donc on va dire les chefs de projet qui viennent vers vous pour dire nous ça y est, on a la super idée du matin, j'ai rêvé cette nuit, j'ai lu le bouquin qui m'a fait percuter, qui devait me mettre dans un chemin de transition. Généralement, c'est qui vient vous voir? C'est le dirigeant de l'entreprise, c'est une personne interne. Comment ça se passe concrètement avec vos clients sur ce sujet-là? Alors, c'est souvent le dirigeant ou en tout cas quelqu'un qui a un pouvoir de responsabilité, d'autonomie sur un pôle. On essaye souvent de faire remonter quand ça vient. Par exemple, 1 ou 2 fois, c'est venu de salariés qui n'avaient pas forcément de pouvoir de responsabilité. On a essayé de les inciter à ce qu'on organise une rencontre conjointe justement avec le directeur de pôle ou avec le gérant, parce que si c'est pas porté également par ces personnes qui sont aujourd'hui en situation de responsabilité et de management, ça peut être encore plus dramatique en fait. Parce qu'il va y avoir une forte frustration qui va être ressentie par les équipes, ça se met pas en place, la personne s'engage pas dedans, donc il faut qu'il y ait l'engagement de la direction générale ou l'engagement d'une personne qui soit en situation de responsabilité pour que ça marche. Et donc principalement, oui, c'est ça, c'est des personnes qui soit s'intéressent aussi à des ouvrages qui sont de plus en plus connus, type Reinventing Organization de Frédéric Laloux, type L'entreprise libérée d'Isaac Getz, voilà, ce genre de sujet, et qui veulent du coup explorer ça de manière plus opérationnelle dans leurs organisations. D'accord, donc ça part souvent d'un individu qui va se dire je sens que derrière ces nouveaux modèles d'organisation différentes de ce qu'on peut vivre dans certaines entreprises aujourd'hui, il y a potentiellement un meilleur avenir, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, mais potentiellement un meilleur avenir. Et donc c'est une équipe projet qui se met en place avec souvent le dirigeant qui porte le projet. Complètement. Donc si un auditeur là qui nous écoute aujourd'hui a lu le livre de Frédéric Laloux ou celui d'Isaac Getz et qu'il est salarié, ce que vous le conseillez, c'est d'aller voir quand même son dirigeant, d'en parler de cette envie-là et de venir éventuellement vous voir pour accompagner ce projet en transition. Complètement. C'est la bonne démarche parce que s'inscrire de manière individuelle sinon et sans l'appui du dirigeant, de son responsable dans ces travaux-là de réorganisation, c'est compliqué et c'est rarement fructueux. Eh ben merci Adrien pour le côté entreprise. Sur le côté des auditeurs, plus individus, vous avez parlé d'un atelier 2 tonnes, un atelier fresque du climat. Quels sont les autres ateliers que vous pouvez proposer aux auditeurs de Clapas aujourd'hui pour venir vous voir à The Island? Alors là pour prendre quelques exemples concrets, sur janvier, on a organisé aussi une fresque autour de la question de la biodiversité. Donc, il y a une fresque une fresque amie, on appelle ça, de la fresque du climat, avec le même format d'animation, mais là sur l'enjeu biodiversité. On va organiser là en mars ou avril une conférence avec quelqu'un qui s'appelle Arnaud qui va venir partager à la fois ses connaissances sur les questions climat mais aussi le mettre en lien avec son histoire de vie. C'est assez intéressant. Pareil, fin mars ou début avril, faut que la date reste à Calais, je crois. On va avoir une animation, conférence d'une éco-psychologue pour les liens entre questions burn-out et des règlements climatiques, où en fait, d'une certaine manière, comment ce qu'on inflige à la Terre aujourd'hui, c'est ce qu'on peut s'infliger aussi à un titre individuel et qui mène à de plus en plus de burn-out aujourd'hui. Donc une écologie personnelle. C'est ça, voilà, avec un lien écologie personnelle. Donc voilà par exemple, et sur d'autres ateliers. Donc on a parlé en effet de ces fresques du climat, fresques de la biodiversité, 2 tonnes, l'éco-écriture de récits. Principalement, là on a bien balayé déjà ce qu'on peut proposer. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve tout ça? Est-ce que vous avez un site web si nos auditeurs sont intéressés pour s'inscrire aux ateliers ou leurs enfants, puisque finalement les enfants peuvent participer aussi. Où est-ce qu'on s'inscrit? Où est-ce qu'on connaît le programme de ce qui arrive? Alors on s'inscrit à partir du mois prochain. Normalement, on va tout synchroniser via Eventbrite, donc on pourra gérer les inscriptions via la plateforme. Pour l'instant, c'est principalement par mail auprès de contact@lafabriquedespossibles.org et tout le programme, on le retrouve sur notre page LinkedIn, La Fabrique des Possibles, ou sur l'Instagram de The Island Montpellier, donc le lieu qui nous héberge, qui alimente aussi tout ça, et en partie sur notre site internet aussi à nous, lafabriquedespossibles.org, qu'on essaie d'alimenter et de tenir à jour. Alors parfois il y a un peu de décalage, mais on essaie de s'y tenir. Donc vous êtes combien chez La Fabrique des Possibles? Aujourd'hui on est une 20aine de personnes. Alors après avec
des temps d'implication différents. À être à 100% sur le projet, on est 3. Et après, on va dire les grosses quinzaines de personnes au-delà vont avoir entre 10 à 30% de leur semaine consacrée au projet en fonction de leur activité annexe. D'accord, donc vous avez aussi des personnes qui sont des consultants indépendants qui travaillent sur votre projet, qui donnent du temps en fait à ce projet-là. Si dans les auditeurs il y a un consultant qui se dit tiens, ce projet-là m'intéresse, ils peuvent aussi vous contacter pour ça. Avec grand plaisir. L'idée de la fabrique, c'est que ça soit un lieu ouvert aux personnes qui ont envie de mettre de l'énergie sur ces questions de transition. Et ce principalement à l'échelle de l'Occitanie. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette posture-là et si vous avez du temps à consacrer et de l'énergie, bien sûr on en parle avec grand plaisir. D'accord, donc on peut aussi venir vous rejoindre. Globalement, c'est ce qu'on peut se dire. Sur votre rêve le plus fou de la Fabrique des Possibles, qu'est-ce que ça peut devenir sur l'échelle de notre territoire, la Fabrique des Possibles? C'est quoi votre envie, votre vision, on va dire, à 3 ans, même si 3 ans déjà c'est compliqué. Ce qu'on aimerait que ça devienne, c'est qu'on se positionne en fait en tant que porte d'entrée principale et référence sur les questions de transition au niveau de l'Occitanie, et que aussi bien pour un acteur qui soit à Cahors, à Toulouse, à Nîmes ou à Montpellier, j'ai envie de mener en interne un projet sur les questions environnementales, sociales. La Fabrique des Possibles se positionne aujourd'hui en tant que référence dessus, parce que ce qui est vrai quand même et ce qui a fait aussi la construction du projet, c'est que cette dimension de transversalité au niveau des sujets de transition, elle est trop peu traitée. C'est souvent pris par une petite fenêtre, le volet énergétique, le volet mobilité ou tout autre, et ce qui facilite et ce qui est important pour qu'on soit dans du concret, dans de l'action. Pour autant, c'est important aussi de ramener un peu quelque chose de méta et de bien comprendre tous les enjeux et les liens entre tout ça. Et c'est pour ça, pour reprendre aussi un peu l'histoire du projet, que quand on s'est monté, on est allé chercher des gens partout sur le territoire qui déjà sont en mouvement sur ces sujets pour venir participer plutôt que vouloir recréer quelque chose qui existe déjà. Je parlais de Manuel Brunel, co-gérant d'Arcadie. On va avoir quelqu'un comme Simon Cossu, aussi le dirigeant d'Enercop ici en local. On va avoir un ancien sportif professionnel. Je parlais d'Emmanuel qui est éco-psychologue. Enfin voilà, on ramène différentes compétences et avec des gens qui sont dans le faire. C'est ça qui est important. Donc vous agissez concrètement, mais quand même avec aussi un regard pour que ce soit pour une entreprise, une association ou même un citoyen, avec quand même un regard plutôt transversal. C'est-à-dire c'est une transition qui est plutôt longue, avec une approche plutôt globale, si je comprends bien la volonté de la Fabrique des Possibles et ce que vous cherchez à faire. Ouais, c'est un bon résumé avec un triptyque qui est de comprendre dans un premier temps, parce qu'on est persuadé que si on comprend pas, ça sert à rien d'agir. Mesurer éventuellement dans un second temps à travers de l'extra-financier, du bilan carbone, etc. Et après de rentrer sur de l'action concrète et surtout en voulant mettre du coup une dimension globale et pour pas dire que c'est en éteignant le chauffage et les lumières qu'on va sauver la planète. Oui, effectivement, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai que ça va pas être simple de sauver, si j'ai bien compris, 9 tonnes de carbone. C'est ça, à peu près 9 tonnes de carbone en éteignant juste les lumières. Mm-hmm. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous partager, un message que vous voulez laisser à nos auditeurs, principalement sur votre projet, ou sur autre chose d'ailleurs? J'ai envie de dire, venez nous rencontrer parce que c'est vraiment la dynamique aussi de ce projet et notamment sur la partie associative. Et si vous êtes dans ces situations et dans ces réflexions et que parfois vous avez l'impression d'être un peu seul, venez parce que vous n'êtes pas seul. Et sur The Island, c'est aussi cette dynamique-là, ce cocon qu'on veut recréer de personnes qui sont en train de se mettre en transition sur ces questions et persuadés qu'ensemble, on sera plus fort. Merci Adrien pour tous ces échanges. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne peux que vous inviter à liker et visiter la page LinkedIn de la Fabrique des Possibles et aussi de visiter le compte Instagram, si j'ai bien compris. Instagram de The Island. Ouais. De The Island, pour vous imprégner un peu plus de ce qu'est la Fabrique des Possibles. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci à Pej, le directeur de l'antenne, et à l'équipe de Radio Clapas 93.5, et à notre invité, bien sûr, Adrien Conti aujourd'hui.
Et enfin, à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable, tous les lundis à 13h, en direct du studio de Radio Clapas. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier, ou Spotify, Deezer, etc. En fait, toutes les plateformes de streaming dignes de ce nom. Vous pouvez contacter le CJD Montpellier via Facebook ou LinkedIn. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vos proches et surtout de vous.